Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un focus sur le marché de l'immobilier neuf. Connaît-il autant de difficultés que l'on peut le lire à faire sortir, par exemple, les immeubles de terre? Est-il également impacté par les difficultés d'accès au crédit? Nous ferons le point avec Éric Groven, président de Sogeprom. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci aux produits financiers défiscalisants. Peut-on se retourner contre l'émetteur d'un produit financier défiscalisant si jamais on n'a pas accès à l'avantage fiscal ou à la réduction d'impôts? Nous en parlerons avec Arnaud Rey-Grobelet, avocat associé au sein de CMS Francis Lefebvre Avocat, mais aussi avec Stéphanie Rio-Bernard, avocate fiscaliste également au sein de CMS Francis Lefebvre Avocat. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Éric Groven, le président de Sogeprom. Bonjour Éric Groven. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Ce n'est pas la première fois que vous venez, on a déjà fait des points immobiliers ensemble. Aujourd'hui, on voulait s'intéresser à cet immobilier neuf dont on lit qui traverse un moment un peu compliqué en ce moment, puisque on a du mal à faire sortir des immeubles de terre et mécaniquement, le sujet n'est pas sur la demande, mais sur l'offre. On a du mal à avoir une offre conséquente aujourd'hui en matière d'immobilier neuf. Oui, alors malheureusement, on peut dire que cette situation dure depuis quelques années maintenant, mais plus le temps passe, plus les difficultés s'accumulent. D'accord. D'abord, l'accès au foncier est rare, donc de plus en plus cher. Les maires sont de plus en plus réticents à délivrer des permis de construire. Nous avons également beaucoup plus de recours que par le passé, bien sûr, de gens qui s'opposent en fait à des constructions neuves à proximité de chez eux. Et puis maintenant, nous sommes frappés par l'inflation, les coûts de construction. Donc, les éléments qui concernent finalement ce marché de la promotion immobilière neuve dans le résidentiel sont compliqués. Et puis pour les ménages, la hausse des taux d'intérêt et la restriction des conditions de crédit. Donc, on peut dire que nous sommes dans une zone de turbulence déjà depuis un petit moment et on ne voit pas quand on va en sortir. Alors sur la demande, on va traiter ça dans un second temps. Si on reste sur l'offre et si on regarde depuis les 6 premiers mois de l'année, cette zone de turbulence, vous l'évaluez comment? Vous voyez une année 2022 compliquée en matière de livraison, par exemple, d'immeubles? On sera de toute façon très loin de l'objectif des 500 000 logements livrés neufs en France, qui était l'objectif des pouvoirs publics depuis très longtemps. Et il faut faire très très attention aux chiffres que l'on publie. D'ailleurs, je vous renvoie vers les analyses qui sont très bien faites de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bien sûr, qui devait publier des chiffres récemment, qui devait prochainement, pour le coup. Que je n'ai pas l'intention de paraphraser, juste pour vous dire que les points de comparaison sont compliqués parce que l'année 2020 avec le Covid est extrêmement compliquée. Donc elle introduit en quelque sorte une rupture dans la chronique statistique. Et puis, d'autre part, on voit une accélération des dépôts de permis pour des opérations qui anticipent un éventuel durcissement des normes énergétiques. Et donc on se dit finalement, lançons les projets dans le corpus de règles qui existent aujourd'hui, parce que si elles se durcissent demain, ces projets seront encore plus compliqués. Donc la base de comparaison 2020 est compliquée, et puis un petit effet d'accélération très ponctuel qui fait que c'est difficile de l'interpréter, mais globalement, le marché de l'immobilier neuf en France est en crise. Donc on a actuellement une petite accélération des dépôts de projets, mais ce qui ne veut pas dire que pour autant les travaux commencent ensuite. L'essentiel, c'est de prendre date, si vous voulez, d'avoir un PC purgé. Une fois que vous avez un PC purgé, l'opération peut commencer. Et comme l'instruction des dossiers est très longue, la plupart du temps, avec tous ces avatars que j'ai signalés, eh bien les promoteurs se dépêchent parce qu'ils ne veulent pas en plus prendre les coûts de construction supplémentaires. Bien sûr. À cet égard, d'ailleurs, pendant de nombreuses années où l'inflation était nulle, nous avions des contrats à prix fixe. Maintenant, ils sont indexés. C'était ma question justement sur les craintes un petit peu. C'est parce que vous avez mentionné effectivement une des craintes réglementaires, notamment au niveau de l'énergie ou de l'énergie utilisée au sein des bâtiments. Mais la crainte, elle est où? Elle est sur le coût potentiellement, par exemple, des coûts de construction, des coûts d'énergie, ou plus sur le réglementaire autour de la transition énergétique du logement? Alors,
sur l'aspect réglementaire, la complexité et les surcoûts, je dirais que pour le bien commun, les promoteurs sont résignés. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mouvement vers lequel on est parti est irréversible et donc on produira de plus en plus des logements de qualité. Pour les coûts, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs de 0,75, qui est un énorme saut, car elle anticipe une inflation durable. Je crois que sur la zone euro, c'est 8,1% pour l'année 2022 et encore 5 ou 6% pour l'année 2023. Donc évidemment que on ne peut pas, en tant que promoteur, répercuter la hausse des prix sur le prix des logements. C'est impossible. Parce que là, j'en arrive à la demande, ça veut dire qu'on emprunte plus cher et du coup, on achèterait mécaniquement plus cher parce qu'il faut répercuter ce prix-là. Et ce sont deux phénomènes qui se conjuguent, qui sont très néfastes pour l'accession à la propriété ou l'investissement patrimonial. D'un côté, il y a une tendance mécanique à l'augmentation des prix, pour ce que je disais, le foncier, les coûts de construction, et d'autre part, un renchérissement considérable des taux de crédit. Il faut se rendre compte que, encore l'année dernière, on pouvait s'endetter à 15-20 ans en dessous d'1%. Maintenant, on arrive à 2%, et encore, quand on n'atteint pas le taux de l'usure, où là, vous ne pouvez de toute façon pas faire votre dossier. Donc, pour les primo-accédants qui sont très impactés par ces hausses, et aussi pour les investisseurs patrimoniaux, la conjoncture devient difficile. Justement, alors si on a, comment est-ce qu'on qualifierait ce marché si on a une offre qui se raréfie et une demande qui fait face du coup à des contraintes supplémentaires? C'est un marché tendu. D'accord. C'est un marché tendu. Donc les prix c'est pas le prix du gaz qui s'est multiplié par 1000, je crois, si j'ai bien entendu les dernières statistiques. C'est un marché extrêmement tendu, une offre insuffisante, une demande forte et des conditions d'accès aux produits par son prix et ses conditions de financement qui se sont considérablement dégradées dans le temps. Est-ce qu'on peut parler d'un marché de l'immobilier neuf où il y a plusieurs réalités sur le terrain en fonction des zones géographiques ou de l'utilisation? Parce que là, je parle de l'immobilier, mais immobilier neuf, on a effectivement parlé du résidentiel, mais peut-être que c'est différent dans le bureau, peut-être que c'est différent quand on est en ville ou en région. Alors, d'abord, et je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, il y a un marché dans le neuf qui est la maison individuelle, qui répond à sa propre logique et qui d'ailleurs, je le précise, en dépit des déclarations qui ont pu être faites par tel ou tel ministre par le passé, reste quand même l'endroit où les gens ont envie de vivre. Hein. D'accord. Quand vous nous interrogez les Français, ils veulent une maison individuelle. Bien sûr, voilà. oui. Bon, et donc ça, c'est un segment de marché qui a sa propre dynamique. Après, sur le résidentiel, on a évidemment des marchés extrêmement segmentés selon la zone. Vous avez des zones tendues dans lesquelles vous allez vous retrouver face à des conditions compliquées parce que peu d'offres et beaucoup de demandes, et puis des zones beaucoup moins tendues. Donc ça, incontestablement, il y a des marchés très très différents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certaines villes moyennes, je lisais un article ce matin dans les Échos qui donnait précisément une liste d'une trentaine de villes dont les prix avaient totalement explosé, mais partant de très très bas. Et donc on voit bien que le marché immobilier à Paris neuf est inexistant. Il est dynamique en première et deuxième couronne grâce au Grand Paris Express, à la proximité des 68 nouvelles gares. Et il est très diversifié en province avec une très forte montée en puissance des villes de province moyennes, accessibles et bien desservies par les services. Il y a des villes où il n'y a pas de demande pour le logement neuf, alors même qu'on se dit que mécaniquement, s'il y a moins d'offres, de toute façon, il y aura une demande en face, puisque la demande est quand même normalement présente pour le logement en France aujourd'hui. Il y a des zones dans lesquelles les gens ont plus ou moins envie de vivre. Bien sûr. Je ne vais pas citer d'exemple ici, mais il y a des villes, quand vous regardez, vous avez par exemple un marché, je pensais à l'Ancien, des villes où vous êtes à moins de 1 000 € du mètre carré, pas pour du neuf, hein, mais vous allez avoir du neuf autour de 3 000 € du mètre carré. Là où, je prends l'exemple de Paris ou de la Première Couronne, vous allez arriver assez facilement à 15, 16, 17 000 € du mètre carré. Plus vous montez dans l'immeuble et plus vous avez des balcons et des terrasses, et plus c'est cher. Donc, il y a incontestablement une préférence exprimée par les ménages en fonction des différentes zones. Et donc, des endroits où c'est les zones qui ne sont pas tendues, où là on trouve un équilibre de marché. Et d'ailleurs, heureusement, parce que pour beaucoup de Français appartenant à la classe moyenne, c'est la seule façon de se loger correctement à pas trop cher.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement aider à développer parce qu'en fait derrière le sujet de l'immobilier, ok, il y a un sujet d'investissement, mais il y a un sujet de logement aussi quand même. Donc là, il y a l'investisseur qui va se poser la question de savoir si l'offre va arriver, si les prix vont augmenter, si les prix vont baisser. Puis il y a le sujet de savoir effectivement est-ce que tous ces immeubles bloqués, on n'en a quand même pas besoin à un moment pour loger une population, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer le processus ou en tout cas fluidifier le processus? Alors là, la réponse à cette question, elle est connue, mais ceux qui la prononcent prêchent dans le désert. D'accord. Moi, le premier, et la campagne présidentielle, quand on regardait les programmes des candidats, était à cet égard extrêmement décevante, puisque aucune des idées de bon sens qui avaient été émises par les professionnels n'ont été retenues par aucun des candidats. Donc, la réalité, c'est que si vous voulez loger correctement les gens qui habitent dans notre pays et résoudre le problème du mal logement ou du logement indigne entre 2 et 4 millions de personnes qui sont mal logées en France, il faut produire plus. Et pour produire plus, il faut mettre en place une vraie politique du logement. Et ça, elle n'est possible qu'au niveau de l'État, c'est-à-dire se doter d'une ambition, se donner les moyens de la réaliser. Or, je vais vous donner un élément qui explique pourquoi ça n'est pas électoralement rentable de faire une politique du logement. C'est que si qu'il faut accepter les immeubles à côté des électeurs actuels. Alors il y a ça, mais il y a un phénomène encore plus évident. Vous avez 300 000 logements en France et 30 millions de résidences principales. Ça veut dire que chaque année, vous allez reconstituer 1% du parc. Au bout de 5 ans de mandat, vous aurez touché 5% de l'habitat en France. Et donc, il est évident que face à la complexité de ce sujet, face au coût, face à la nécessité de faire une politique, l'impact d'un quinquennat sur le parc immobilier français sera négligeable. Et donc, on comprend pourquoi les pouvoirs publics, par exemple à bon droit, ont préféré mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'était vraiment urgent. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, ils sont allés vers ce segment-là, plutôt que vers la construction de logements neufs. Et la crise, de ce fait, est vraiment forte. Merci beaucoup Éric Groven d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter un petit peu ce secteur immobilier dans le neuf qui effectivement fait face à un certain nombre de turbulences en ce moment. Je rappelle que vous êtes président de Sogeprom. Merci à vous de nous avoir suivis également. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits financiers défiscalisants, ou plus particulièrement à une affaire qui a posé une question de droit cet été. Peut-on annuler un placement parce qu'il donne droit à une réduction d'impôt qui finalement ne s'applique pas? On va vous détailler un petit peu pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. Une question que nous allons nous poser avec Arnaud Rey-Grosbelet. Bonjour Arnaud Rey-Grosbelet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé au sein de CMS Francis Lefebvre Avocat. Mais nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Stéphanie Rioux-Bernard. Bonjour Stéphanie Rioux-Bernard. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate fiscaliste au sein également de CMS Francis Lefebvre Avocat. La question donc, on peut d'ailleurs voir le bandeau qui s'affiche, défiscalisation satisfait ou remboursé, point d'interrogation. La question c'est, est-ce que si jamais on nous propose un produit qui a plusieurs caractéristiques, dont celle de donner droit à un avantage fiscal, est-ce qu'on peut se faire rembourser ce produit ou voir ce produit, la contractualisation de ce produit annulée parce qu'on n'aurait pas eu le droit à cette réduction d'impôt? Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Parce que en 96, si je ne dis pas de bêtises, un couple a souscrit un placement dont le sous-jacent sont des parts de navires, on appelle ça des kirats de navires, qui devait donner lieu à un avantage fiscal qui était lié à la loi Ponce, une loi, alors je caricature, mais une loi qui donnait droit à des réductions d'impôts si on investissait dans des secteurs prioritaires en Outre-mer, loi qui a été abandonnée en 2000, et le couple a finalement pas eu droit à sa réduction fiscale à partir de 2000. La question c'est de savoir s'ils ont eu droit entre 96 et 2000, et donc du coup le couple a légitimement demandé l'annulation de son investissement puisqu'il n'avait plus droit à sa réduction d'impôts. Et il se trouve que selon les décisions de justice, selon les années, la décision n'est pas exactement la même. On va peut-être commencer avec vous Arnaud Rey-Grosbelet. Il y a eu la justice a d'abord donné raison au couple en 2013, puis finalement la Cour d'appel a annulé la décision de justice en 2015 et la Cour de cassation cet été a décidé que finalement il était légitime de revenir sur le placement qui avait été contractualisé.
Alors ça, c'est un combat de très longue haleine. De très longue haleine, on parle 96-2022 quand même. Et c'est pas encore réglé aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dire aussi. Alors, si on est sur un terrain un petit peu technique, parce que la Cour de cassation, comme vous savez, c'est un juge du droit. Bien sûr, elle ne tranche pas les questions, mais elle est venue dire quelque chose de très intéressant. Elle est venue dire que dans ce contexte particulier-là, il peut y avoir annulation du contrat pour erreur sur la substance. Alors j'utilise des termes techniques. Non, mais c'est important. Sur la substance, c'est-à-dire l'idée c'est que implicitement ou explicitement, mais même implicitement, les parties, l'investisseur et puis la société avec laquelle l'investisseur a contracté, peuvent avoir indiqué avoir mis dans le contrat implicitement, le cas échéant, que la défiscalisation était un élément qui faisait partie de la chose qui était l'objet même du contrat. C'est ça qui est intéressant parce qu'en réalité, c'est un des rares arrêts qui a admis une erreur pour la substance dans cette hypothèse-là. Il y avait eu un précédent arrêt en 1993 qui concernait de l'investissement dans des parkings. Et là, la Cour de cassation avait dit non, le parking, vous aviez bien voulu avoir un parking, vous avez eu le parking répond à sa fonction de parking. Vous ne pouvez pas demander l'annulation. D'accord, donc là on ne parlait pas de produit défiscalisant, on regardait la nature même finalement du produit qu'on avait acheté. Exactement. Alors que là c'est différent. D'ailleurs c'est différent. La décision de la Cour de cassation est différente, mais qui revient sur une décision de la Cour d'appel qui avait dit non, vous avez votre produit, vous n'avez pas la défiscalisation, mais ça c'est pas grave. Exactement. Là elle dit, il faut que vous regardez. Alors qu'elle renvoie, comme toujours la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel que vous signaliez. Elle dit aux juges qui doivent désormais avoir l'affaire en main, elle dit regardez si expressément ou implicitement, c'était pas rentré dans le champ contractuel, cet objectif de défiscalisation. Et si oui, dans ces cas-là, les investisseurs vont pouvoir demander l'annulation du contrat. Stéphanie et Rio Bernard, c'est quand même assez complexe à comprendre. C'est-à-dire qu'on va souscrire à un produit financier. Alors effectivement, là, on parle de part de navire qui est lié donc à un avantage fiscal parce qu'il y a une loi spécifique au secteur prioritaire en Outre-mer. Effectivement, on est déjà sur un investissement qui n'est pas le plus classique des investissements. Mais un investissement qui est tout à fait légal, tout à fait encadré, qui est censé donner lieu à une réduction d'impôt. Et à la fin, on n'a pas cette réduction d'impôt. Et derrière, Arnaud, vous l'avez rappelé, il y a 20 ans de bataille judiciaire pour dire je n'ai pas eu ce que je voulais au départ. Mais encore faut-il que cette substance dont nous parle Arnaud, c'est réellement cette réduction fiscale. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver que c'était ce qu'on cherchait en premier lieu, non ? Oui, exactement. Alors, en premier lieu, je ne sais pas, mais si Arnaud a un avis différent... on pourra en débattre, bien sûr, oui. Pour moi, ce n'est pas forcément en premier lieu, parce que je trouve que dans les termes de la décision, la Cour n'a pas l'air d'aller aussi loin. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'elle regarde, c'est est-ce que c'est quand même un élément substantiel. D'accord. C'est au moins un des objectifs substantiels que l'on recherchait quand on a fait cette opération de défiscalisation. Mais comment on peut le démontrer que c'était un objectif substantiel ? Parce qu'on peut toujours le démontrer a posteriori ou dire a posteriori que c'était ce qu'on cherchait. Mais Alors effectivement, vous soulevez un bon point, parce que si ce n'est pas contractualisé, on pourrait avoir un doute et c'est pas forcément évident de le démontrer. Après, moi, j'ai quand même le sentiment que dès lors qu'il y a l'intervention quand même d'un cabinet de gestion patrimoniale, c'est que généralement, alors ça dépend aussi des cabinets de gestion, mais vous en avez qui proposent des produits seulement défiscalisants. Je trouve que ça peut faire un indice de ce qu'on était en train de rechercher, cette qualité. Mais effectivement, avec cette décision, on voit que se pose un problème après de charge de la preuve. Parce que comme le disait Arnaud, en fait là, la Cour a cassé l'arrêt d'appel, mais elle renvoie, et c'est au juge de déterminer. Oui, elle n'a pas dit vous avez raison, vous avez tort. Elle a dit cette décision est cassée. C'est le principe de la Cour de cassation. Elle renvoie en médiation d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est peut-être sans doute parce que c'est compliqué pour les investisseurs de démontrer que ça faisait partie de la substance de la chose pour aider à résoudre quelque chose qui a trop duré. Enfin, c'est délirant pendant des années d'être devant les tribunaux là-dessus. Elle dit, avant que la Cour d'appel soit saisie de l'affaire, essayez de vous arranger entre vous, faites une médiation entre vous, et puis si franchement la médiation ne fonctionne pas, alors là, on retournera devant le juge. Mais vous avez parfaitement raison, ça sera une des difficultés. La preuve sera une des difficultés de démontrer que c'est bien rentré dans le champ contractuel. Avec ce sujet de substance, donc. Exactement, et c'est vrai que dans d'autres types d'investissements, par exemple, je pense à des investissements défiscalisants, mais plus dans l'immobilier.
Peut-être que la preuve est un peu plus difficile à rapporter, parce que là, dans ce genre d'investissement outre-mer, alors maintenant la loi Ponce ne s'applique plus, mais on a la loi Girardin un peu dans le même esprit. On sait que quand on fait des investissements en outre-mer, généralement, on n'attend pas un rendement particulier. Le but, c'est bien de bénéficier d'une réduction d'impôt. Mais quand on va faire des investissements défiscalisants dans l'immobilier, on peut se dire aussi que comme potentiellement ça peut être une opération rentable, est-ce que vraiment la défiscalisation, c'était un objectif vraiment recherché? Est-ce que ça fait partie de la substance de l'investissement, puisqu'à la fin, on a une rentabilité et potentiellement en plus un bien immobilier? Tout à fait. Et là, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'effectivement, vous avez soulevé un point qui est intéressant, c'est que la loi Ponce a été annulée. Et effectivement, maintenant, on a un Girardin, mais ça vaut également pour de l'immobilier neuf. Est-ce que sur ces dispositifs fiscaux qui évoluent au rythme des gouvernements ou des nécessités que l'on peut avoir en lien avec l'investissement, on peut se dire qu'aujourd'hui, investir dans du Girardin, dans du Pinel ou autre, ça peut être remis en cause d'un point de vue défiscalisation dans 5-10 ans parce qu'entre-temps, on aura changé de dispositif? Parce que c'est la question qui est soulevée aujourd'hui par cette affaire, du coup. Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on va pouvoir étendre les termes de cette décision? Exactement. Est-ce que ça peut faire jurisprudence? Mais la question, je vais vous la poser à tous les deux. Mais oui. Je commence par vous, Stéphanie. Oui, pour moi, dans son principe, ça peut être étendu. On voit bien que la Cour n'a pas pris en compte les caractéristiques même du dispositif de défiscalisation dont il était question là. Encore une fois, si l'objectif c'est de bénéficier d'un avantage fiscal quel qu'il soit et que ça constitue une qualité substantielle, et voilà, ça va permettre de déterminer si justement la qualité était là ou non, et si on risque d'avoir un vice du consentement dans le cas où en fait elle n'existe pas. Arnaud Rey-Grobellet, vous pensez que ça peut... Alors effectivement, je le rappelle, vous avez eu raison de le rappeler, on est face à une décision de la Cour de cassation qui n'a pas donné raison à l'un ou à l'autre, mais simplement à casser une décision de justice. Pour autant, est-ce que quand on est sur des dispositifs fiscaux à durée limitée, si je puis dire, ça peut faire jurisprudence pour quelqu'un qui aurait investi sur 25 ans, mais j'ai envie de dire, le dispositif fiscal ne durerait que 15 ans, puisqu'ensuite, après, il y aurait un changement de loi, par exemple? On revient toujours à la même question. Tout dépend de la promesse qui a été faite au moment du contrat. Tout dépend ce qui est rentré dans le champ du contrat. Si on vous a dit, voilà, vous pouvez investir là-dedans et puis pendant 25 ans, vous allez bénéficier d'un traitement fiscal favorable et que finalement, ce n'est pas le cas, je pense que là, la solution retenue par la Cour de cassation pourrait être transposée. Ce qu'il faut, c'est se placer au moment de la conclusion du contrat. C'est ça qui est important. Parce que ici, c'est un vice du consentement. Donc, on regarde ce qui est entré dans le champ contractuel au moment où l'investissement a été fait. Est-ce qu'il était clair que la substance de la chose, ou aujourd'hui on dirait les qualités essentielles de la chose, ont été ici, notamment, mais pas seulement, effectivement, l'avantage fiscal, parce que c'est pas simplement uniquement quand on a un avantage qui est 100% fiscal, on peut avoir d'autres utilités. Bien sûr, on peut avoir un rendement, on peut avoir, vous mentionniez l'investissement immobilier ou les parkings, on peut avoir un bien physique. Voilà. Et là, pour le coup, effectivement, on aurait encore plus de mal à justifier qu'on n'y allait que pour des avantages fiscaux. Non, mais si l'avantage fiscal était un des éléments qui a fait l'objet du contrat, ça signifie qu'il y a bien eu un vice du consentement, il y a bien une erreur, parce que moi, bien sûr que j'ai une utilité de la place de parking, mais si j'avais su, j'aurais pas investi autant, j'aurais pas investi de la même façon, voilà. Donc bien sûr. Donc la solution, elle a une portée très très large. Et c'est très, je rebondis sur ce que dit Arnaud, parce que c'est très important. En effet, la question de savoir si les qualités substantielles existent, c'est à la date de conclusion du contrat. Là, au cas particulier, par exemple, l'administration a considéré que l'investissement n'avait pas été réalisé avant une certaine date. D'accord. Et donc, c'était bien dès l'origine qu'il y avait un vice, en fait. Mais il faut faire attention, on ne peut pas étendre du coup ce raisonnement à des critères qui permettent de bénéficier de l'avantage fiscal, mais qui devraient être respectés après. D'accord. Au Pinel, on est obligé de mettre en location l'investissement immobilier que l'on fait, en plus avec des montants de loyers plafonnés, etc. Ça, c'est des conditions qui doivent être remplies après coup. Donc pour moi, on ne rentre pas dans le champ de cette décision sur ces problématiques. Donc on ne peut pas revenir en arrière finalement on ne va pas pouvoir dire qu'il y avait un vice de consentement si en fait la réduction Pinel est remise en cause parce qu'on n'a pas mis en location suffisamment d'années ou avec les bons loyers.
Alors qu'il était clair que je devais faire ça. Voilà, ça, oui, bien sûr. C'est bien à l'investisseur après coup de respecter ces conditions-là. Donc ce n'est pas un vice d'origine de l'investissement. Et alors, question de manière beaucoup plus générale. Donc là, il y a ce cas particulier, mais on essaie de l'élargir un petit peu. On se retourne contre qui dans ces cas-là? Contre le conseiller en gestion de patrimoine qui nous a proposé ce placement, contre la société émettrice du placement, contre, ça m'étonnerait, mais contre les impôts ou la direction générale des finances en disant tiens, on m'avait promis une réduction fiscale, mais je ne l'ai pas eu. On se retourne comme toujours devant le maximum de gens, oui, c'est ça. Normalement, c'est celui avec lequel on a traité directement qui doit. Celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, qui doit répondre des conséquences de l'annulation du contrat. Et c'est vrai que l'annulité d'un contrat, surtout lorsque ce contrat remonte à la nuit des temps, c'est un peu une bombe atomique parce qu'il faut restituer tout. Bien sûr. Il faut se remettre, il faut que les parties soient remises dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du contrat. Alors c'est facile quand c'est il y a 15 jours, mais quand c'est en 96, c'est nettement plus compliqué. Et oui, Stéphanie Riou-Bernard. Il y a certains gestionnaires patrimoniaux qui anticipent les choses et qui garantissent la réduction à leurs clients en réalité. Comme ça, les clients ne vont pas jusqu'à demander l'annulation de l'opération. D'accord. Mais alors justement, est-ce que ça arrive souvent de se retourner contre effectivement, j'imagine que tout le monde ne vient pas forcément vous voir vous, mais est-ce que vous voyez souvent passer ce type de questionnement, ou justement ce type de questionnement est compliqué aujourd'hui parce que c'est assez rare? C'est bon, j'ai ma réponse, c'est que c'est assez rare. C'est surtout, moi je suis fiscaliste, donc on vient me demander si vraiment la réduction d'impôt, elle doit vraiment être remise en cause ou non. Après, c'est vrai que je ne suis pas forcément au fait de ce que les contribuables vont engager comme action contre... Et ça arrive souvent des réductions d'impôts qui peuvent être remises en cause? Oui. Plus souvent qu'on ne le croit? Ah oui, c'est des choses que l'administration regarde quand même de près. Et là, on parle de quoi? De placements qui sont plutôt exotiques ou que l'administration fiscale n'a pas l'habitude de pratiquer tous les jours, ou qu'on sait un peu moins bien vendre quand on fait de l'optimisation de patrimoine, ou même pas? Il y a une vérification sur tout type d'investissement défiscalisant. D'accord. Effectivement, la difficulté, parce que moi, c'est l'investissement que je connais le mieux, ce sont les investissements outre-mer. L'administration connaît mal. Donc, ça veut dire que par contre, il faut bien faire attention à se défendre parfois. D'accord, tort. Mais elle regarde tout type d'avantages fiscaux. Elle vérifie qu'on y a bien le droit. Et là, effectivement, si on n'y a pas le droit, mais qu'on nous avait dit qu'on avait le droit, on ne va pas se retourner mécaniquement. Ou alors, celle-là, on rentre dans un sujet même de vice de consentement. C'est comme ça que ça s'appelle. Vice du consentement. Vice du consentement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous décrypter un petit peu cette affaire, mais surtout la question de droit que ça peut poser derrière en matière d'investissement et de fiscalité, tout simplement. Arnaud Gray-Grosbelet, avocat associé au sein de CMS Francis Lefebvre, avocat. Merci beaucoup. Merci également Stéphanie Riou-Bernard, avocate fiscaliste au sein de CMS Francis Lefebvre, avocat. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.